Bonjour et bienvenue dans les actualités de la semaine. Nous sommes la semaine du 6 mai 2024 et cette semaine on va parler de plusieurs choses, des web-séries, des résidences et des super-héros animés. On commence tout de suite. Petite précision, cette émission a été enregistrée début juin et aura donc un peu de retard par rapport aux publications habituelles. La première nouvelle de cette semaine, c'est le début de la publication de la web-série The Amazing Digital Circus par le studio Glitch Productions. The Amazing Digital Circus, c'est une production entièrement indépendante du web qui a beaucoup fait parler d'elle. Le trailer avait été diffusé en octobre 2023 avec un succès retentissant, plusieurs centaines de millions de vues, une communauté de fans extrêmement active qui venait déjà de les précédentes productions du studio. Et Digital Circus, c'est le phénomène web du moment en web-série. Ça nous raconte l'histoire de Pommy, une jeune femme qui est projetée dans un monde parallèle de jeux télévisés où elle doit participer à des épreuves avec des personnages plus hauts en couleur et plus frappadingues les uns que les autres pour essayer de trouver sa place et une sortie à ce monde étrange où elle a été projetée. The Amazing Digital Circus, c'est vraiment au croisement de beaucoup d'influences du web, un petit peu d'horreur, de la comédie très absurde, des personnages extrêmement en couleur et une réappropriation d'une imagerie naïve 3D pour en faire quelque chose de différent et de décalé. À ce titre, c'est une production du web hyper intéressante à suivre pour sa qualité, mais c'est aussi un vrai phénomène social et qui apporte avec lui un discours assez redondant dans le milieu de l'animation, qui est le succès et la viabilité des web-séries produites de manière indépendante sur le web. Effectivement, on a eu ces dernières années des très grands succès en termes de chiffres pour des web-séries produites de manière très indépendante, et The Amazing Digital Circus est devenu de facto un des fers de lance de ce nouveau mouvement, d'une nouvelle vague de web-séries internet. En tout cas pour moi, c'est une production très créative, assez originale, qui est très forte notamment dans la caractérisation de ses personnages et dans les doublages, et qui porte haut et fort l'étendard de la culture web. Le deuxième épisode vient de sortir cette semaine, et les prochains épisodes d'une saison entière vont être diffusés dans les mois à venir, pour le plus grand plaisir d'un public pré-ado, ado et jeunes adultes que l'humour et le graphisme attirent par millions. À côté des 300 millions de vues d'une production américaine, on va parler d'un autre succès, celui de la série Samuel de Émilie Tronche, diffusée cross-platform par Arte à la fois sur TikTok, YouTube, arte.tv et Instagram. Samuel, c'est là aussi un vrai succès du web, mais à une échelle plus française. On y retrouve de nombreuses qualités des productions françaises, à la fois un humour, une délicatesse, une sensibilité du trait et d'univers personnel intime. Et toutes ces qualités de ce portrait du jeune Samuel de 11 ans, c'est une chose qui arrive de manière épisodique avec l'animation, qu'elle sorte de la bulle animation qu'on lui connaît en France et qu'elle touche des publics beaucoup plus larges avec un succès à la fois critique et public. Et la diffusion web n'est pas pour rien là-dessus. Il y a eu beaucoup de communication de la part de Arte, le fait que la série soit gratuite, diffusée à grande échelle, avec beaucoup de passages assez iconiques et mémétiques, fait que forcément le public peut beaucoup plus s'accrocher, et l'enthousiasme et le bouche à oreille ont fait leur œuvre pour faire de Samuel un vrai succès public. C'est aussi très rassurant de voir une série portée par une jeune réalisatrice qui trouve son public et qui arrive à faire de feu de tout bois en ligne. Et tant qu'on est sur le thème des web-séries, je voulais évoquer la série Les Grosses, une série qui est développée en ligne depuis 3 ans après un développement format webcomic diffusé sur les réseaux sociaux, qui nous parle du portrait d'une amitié un peu bête, naïve, mais très attachante de deux potes et leurs aventures au quotidien. C'est une série qui a eu un petit succès en ligne et qui a réussi à récupérer l'aide du CNC Talent il y a quelques années pour produire une dizaine d'épisodes disponibles sur les réseaux sociaux et YouTube. Et ce succès de la série de David Mirai, il s'est accompagné maintenant par un accompagnant en production par le studio Bobby Pills, qui l'a présenté dans le cadre du Cartoon Next il y a quelques semaines de cela, sous la forme d'un projet transmédia de 12 épisodes de 4 minutes. Destiné à un public ado et jeunes adultes, c'est un genre de format qui prend son envol depuis quelques années, et il est intéressant de voir comment la web-série se développe en France. Pour enchaîner avec ça et pour parler des projets de demain, je vais vous parler de quelques-unes des opportunités professionnelles du moment. La toute première, c'est le festival Atmosphère, un festival spécialisé dans les questions de développement durable et d'écologie qui accompagne des projets cinématographiques depuis de nombreuses années et qui, pour la première fois en 2024, a décidé d'ouvrir son concours de synopsis à la technique de l'animation. Ce concours de synopsis, il s'accompagne par un aide à l'écriture et d'accompagnement à votre projet s'il évoque des questions de développement durable et de refléter les enjeux de la transition écologique au solidaire. Et si l'un de vos projets rentre dans ce cadre-là, vous avez jusqu'au 31 juillet prochain pour l'envoyer.
Je voulais citer également une résidence dont je n'ai pas pu parler dans les temps, car peu de communication a été fait autour, mais je voulais soutenir l'organisme derrière, la FAIA, qui est la Fédération des actrices de l'image animée d'outre-mer, et spécifiquement cette fois-ci, celle de Martinique. En effet, pour des raisons territoriales, les DROM, les départements et régions outre-mer, accueillent moins de projets cinématographiques et encore moins de projets d'animation, et depuis quelques années, à la fois des institutions publiques, mais aussi privées, des entreprises et des écoles tentent de faire émerger un paysage cinématographique de l'animation sur place, et dans ce cadre-là a été créée la résidence de l'image animée de Martinique qui était déjà en activité en 2023 et revient pour l'année 2024. Cette résidence, elle a pour but d'accompagner des jeunes autoristes à développer leurs projets professionnels et se lancer dans la réalisation. Vous pouvez trouver quelques-unes des images des projets développés actuellement sur le site du FAIA. Et si vous êtes vous-même résident-résidente des Drômes, n'hésitez pas à contacter la FAIA pour trouver des partenariats créatifs et de production pour développer vos projets. À ça, je voulais aussi ajouter l'appel à projet international pour le SIAA, la Sisterhood of Young Animation Authors, la sororité des jeunes autoristes d'animation, qui est un appel à projet pour le développement de projets à Bucarest dans le cadre d'une résidence courte du 17 au 23 août prochain. Vous pouvez y envoyer vos projets professionnels jusqu'au 15 mai prochain. En restant sur le sujet événementiel, mais en partant à l'étranger, il faut citer le festival Anifilm à Liberec. C'est un festival qui a lieu en République tchèque depuis de nombreuses années et est un grand représentant de l'animation européenne. La République tchèque est un pays particulièrement important de l'animation, ayant porté de nombreux autoristes et des studios iconiques de l'animation, étant également le rendez-vous du CE Forum, un grand forum international de production pour les programmes d'animation d'Europe de l'Est. Le festival aura lieu du 7 au 12 mai prochain à Liberec. Parlons maintenant un peu de questions industrielles avec de nouvelles sur deux logiciels qu'ont partagé 3DVF dans les semaines passées. En première partie, la mise en place du nouveau système économique du Unreal Engine de Games. Comme je vous l'avais dit, les forfaits ont changé pour désormais être payants à destination des entreprises de fabrication d'images. Les prix avaient été donnés pour toutes entreprises ayant un chiffre d'affaires dépassant le million. Le prix sera désormais de 1850 $ par poste par an, mais restera gratuit pour les indépendants ou dans un cadre d'enseignement. Reste à voir si cette évolution forfaitaire poussera ou repoussera l'utilisation de cet outil dans les productions de grande envergure. Nous en reparlerons ici. L'autre nouvelle concerne l'IA générative Firefly qui est utilisée dans les dernières versions de Photoshop créées par l'entreprise Adobe. Firefly, c'est un programme d'IA générative qui a beaucoup fait parler de lui. L'argument phare de cette IA générative était l'utilisation de bases de données éthiques et ne présente pas de problème d'infraction du droit d'autorisme. Adobe en a fait une grande publicité ces derniers mois et elle revient pour une version 3, mais certaines enquêtes menées par des médias ont montré la présence dans cette nouvelle version d'images déjà créées elles-mêmes par d'autres IA génératives. En effet, comme l'entraînement des IA génératives se fait par collecte de données, notamment à travers le cloud d'Adobe, avoir des bases de données teintées d'œuvres copyrightées revient à mettre en cause ce qui fait la spécificité de cet outil. Des bases de données éthiques, c'est un débat récurrent dans tous les outils d'IA générative et même les plus grosses entreprises s'y cassent les dents. En absence de textes légaux clairs sur la question des IA génératives en France et à l'international, ces outils restent encore expérimentaux et fortement critiqués par les professionnels, moi le premier. Autre actualité dans l'industrie, en France cette fois-ci, ce sont Anime France et le syndicat des producteurs indépendants qui ont publié un communiqué de presse le 7 mai dernier pour se féliciter de la place accordée à l'animation dans la sélection du Festival de Cannes 2024. Effectivement, l'édition 2023 du festival avait fait peu de cas de l'animation dans sa sélection courte ou longue, et plusieurs professionnels du milieu avaient grincé des dents quand Mars Express, une production entièrement française et dans laquelle beaucoup de professionnels mettaient leurs ambitions d'un changement de l'animation française, s'étaient retrouvées uniquement diffusées dans les séances de la plage en marge du festival. Cette année, les syndicats estiment que ce tort a été réparé, avec notamment une présence de l'animation dans la sélection officielle du festival, avec La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, la présence de Flo et Anzo le chat fantôme dans la sélection Un certain regard, ainsi que plusieurs courts-métrages d'animation dans les sélections Cinef ou de la quinzaine des cinéastes. Cette meilleure reconnaissance de l'animation, elle est en partie due à la présence de Alexis Dudoc de Witt, un écrivain et journaliste spécialisé dans les questions d'animation qui a été consultant à la quinzaine des cinéastes pour venir défendre et expliquer les potentialités de l'animation française internationale. Et effectivement, il faut ce genre de personnes dans les grandes institutions pour permettre de percer la bulle de l'animation, qui est encore trop perçue comme une forme d'art mineur par rapport au cinéma en prise de vue réelle. Moi aussi, je me réjouis qu'on ait plus d'animation à Cannes, notamment avec la Palme d'honneur rendue cette année au studio Ghibli.
Pour finir avec les actualités cinéma, il faut parler d'une bonne nouvelle qui est la création d'une commission d'enquête sur les violences sexuelles au cinéma. Effectivement, depuis l'hiver 2023, de nombreux témoignages d'actrices, réalisatrices sont venus porter aux yeux du grand public les situations de maltraitance, d'agression et de harcèlement qui traversaient nos industries, à la fois chez les personnes mineures et majeures et touchant de nombreuses femmes. Suite à cela, de nombreuses discussions médiatiques et dans le gouvernement à travers le ministère de la Culture ont été mises en place et en ce 2 mai, l'Assemblée nationale a voté de manière unanime à la création de cette commission d'enquête. Son but sera donc d'enquêter sur les systèmes présents dans le cinéma qui permettent une grande promiscuité favorisant les violences, et essayer de casser les mécanismes systémiques qui permettent la multiplication et l'invisibilisation des violences qui traversent l'industrie. Cette commission, elle n'aurait sûrement pas été créée sans la présence et la parole de Judith Godrèche, réalisatrice et actrice, qui est devenue une figure phare de cette lutte contre les violences faites aux femmes dans l'industrie, et qui était présente lors du vote à l'Assemblée nationale. J'espère du fond de mon cœur que cette commission réussira à faire changer les choses de manière profonde et durable. Cette semaine, nous n'aurons malheureusement pas de rubrique Les Belles Images, nous allons donc passer directement aux sorties cinéma de la semaine. La première sortie cinéma, c'est une sortie de film hybride, mais dans lequel l'animation a une grande place. Il s'agit du film Blue et compagnie. Dans cette comédie américaine réalisée par John Krasinski, il va être question de renouer les liens entre les adultes et leurs amis imaginaires. En tout cas, c'est ce que souhaite Béa, une jeune fille qui découvre qu'elle peut voir les amis imaginaires des autres. À la manière d'un Space Jam ou d'un Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est un film qui est filmé en prise de vue réelle mais comporte de très nombreuses intégrations de personnages d'animation avec des styles d'animation et des styles visuels extrêmement différents. On peut avoir des images, un grand savoir-faire à la fois de l'interaction, de l'intégration et de la complicité. On peut avoir des personnages virtuels avec des personnages réels. Et s'il s'agit d'une comédie grand public plutôt dans les cordes de ce qu'on a vu dans le cinéma américain de ces dernières années, ici le visuel rend complètement hommage à différentes générations de l'animation, à travers des amis imaginaires 2D, 3D, photoréalistes, et reprenant des formes d'animation originales. Une sortie qui, si elle ne fait pas figure de cinéma d'auteurice, est cependant intéressante à considérer quand on veut questionner les évolutions du médium et ses liens avec le cinéma en prise de vue réelle. L'autre sortie de la semaine, elle est beaucoup plus classique. C'est un film de super-héroïne répondant au doux nom de Super Lion, nous retraçant la vie de Evie, 11 ans, qui n'est pas une fille ordinaire car son papa à elle, c'est Super Lion, mais il aura bien besoin d'un coup de main dans les nombreuses aventures qu'elles vont vivre ensemble, et elle-même va devoir trouver ses pouvoirs pour venir en aide à son papa, s'inspirant notamment de sa passion pour les jeux vidéo. C'est un long métrage de Jean-Luc Julien Erasmus à Silverstein de 1h17, qui est au carrefour de toutes les influences actuelles, en termes d'animation et d'écriture, un récit de super-héros, des designs de personnages évoquant les productions Pixar et Disney, et des récits de super-héros qu'on a pu voir de nombreuses occasions dans les productions américaines. Et c'est intéressant de voir une production européenne essayer de reprendre des codes étrangers pour se les approprier. Il reste à voir si le film va transformer l'essai, ce qui, selon ce que j'ai pu en voir et en lire, n'a pas l'air d'avoir encore convaincu un public très large. Mais comme tous les films, il faut les voir pour se faire un avis. Sur ces belles paroles, l'émission va se clore, et d'ici la semaine prochaine, je vous encourage comme toujours à voir des belles choses, à parler de belles choses, et surtout à créer des belles choses, que ce soit par l'écriture, la modélisation, la sculpture, le dessin ou toutes les formes artistiques que nous apprécions dans notre beau médium du cinéma d'animation. Et d'ici là, je rends